va vous montrer le déroulement d'une échographie dans un contexte d'endométriose. Et devant toute patiente souffrant d'endométriose, il est prudent de réaliser, dans le cadre d'une échographie pelvienne, de débuter par une échographie abdominale pour regarder et éliminer une dilatation urétéro-pyélocalicielle. C'est des pathologies qui sont dues à des compressions, le plus souvent extrinsèques de l'urtère, et qui entraînent une dilatation progressive. Donc là, vous voyez, on a déjà fait le rein droit, on est sur le rein gauche. On va demander à la patiente de faire une bonne inspiration et de bloquer sa respiration, ce qui nous permet comme ça de s'assurer de l'absence de dilatation urétéro-pyélocalicielle. Moi, j'aime bien coupler le Doppler pour ne pas se faire piéger entre les vaisseaux et les calices. Voilà, donc on n'a pas de dilatation importante. On va maintenant passer à l'échographie endovaginale qui est précédée bien entendu de l'examen clinique qui va guider l'examen. Donc on fait l'examen clinique, on a été normal, on n'avait pas de lésions suspectes à l'examen, pas de nodule du cul-de-sac vaginal postérieur, des ligaments utérosacrés ou du torus utérinum. Donc l'échographie dans le cadre d'une endométriose, elle doit toujours débuter au niveau du vestibule pour pouvoir apprécier toute l'épaisseur, toute la longueur du rectum en partant du canal anal, et puis aussi apprécier la cloison rectovaginale. Donc ici on a le canal anal qui fait environ 3 cm, on a ici la paroi antérieure du canal anal, la paroi postérieure du canal anal, on a ici ce petit liseré blanc qui est la cloison rectovaginale, c'est un petit liseré graisseux, et ici la paroi vaginale. Donc l'échographie va nous permettre de suivre cette cloison rectovaginale et on verra ainsi qu'il y a exceptionnellement des lésions de la cloison rectovaginale, alors que c'est souvent décrit à l'imagerie. C'est des lésions d'utérus qui vont infiltrer la partie haute de la cloison. Donc ici, paroi vaginale qui est plus épaisse, cloison rectovaginale. Et on est à peu près à la moitié du vagin et on voit ici la paroi antérieure du rectum. Donc dans le service, nous faisons les échographies après préparation digestive et en ajoutant de l'eau, 3 seringues d'eau dans le rectum. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet d'optimiser la visualisation des parois de l'intestin. Donc on arrive ici sur le cul-de-sac vaginal postérieur. On a toujours ici la cloison rectovaginale, ici, en blanc. Et ici, on a la paroi antérieure du rectum. On peut la faire grossir un peu. Paroi antérieure du rectum avec la musculeuse externe, la musculeuse interne, la sous-muqueuse, la muscularis mucosae et la muqueuse. La lumière de l'intestin qui est distendue par l'eau qu'on a mis dans le rectum. Donc on arrive au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur. Donc on est grossièrement au niveau de la jonction, ici vous voyez, moyen rectum, ici. Cette petite ostration du rectum et la jonction entre le moyen qui est en dessous et le haut rectum. Donc on suit ici maintenant la partie du haut rectum, et vous voyez, on voit toujours cette paroi qui est très très fine. Il n'y a pas d'épaississement de la paroi rectale, donc a priori on n'a pas d'atteinte endométriosique sur le moyen et le haut rectum qui sont les localisations les plus fréquentes. Autre élément important, donc on va dézoomer un petit peu, l'utérus. C'est un examen qui est dynamique. On est au niveau du cul-de-sac vaginal antérieur. On va passer au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur. Et on va voir si on va réveiller éventuellement des douleurs en mobilisant la sonde en paracervicale, très légèrement. Vous voyez, je balaye le cul-de-sac vaginal postérieur. Et donc, si la patiente elle présente une endométriose au niveau des ligaments hétérosacrés, ça devrait réveiller un petit peu des douleurs. Est-ce que ça vous fait mal, madame? Une petite sensibilité à cet endroit-là? On peut se poser la question sur, ici, vous voyez, dans cette zone graisseuse, s'il n'y a pas ici un petit épaississement. La paroi vaginale est ici, et on a un petit épaississement en paramédian gauche, donc probable une petite atteinte très superficielle, non nodulaire, du ligament hétérosacré gauche. On peut s'en assurer en faisant un Doppler, pour être sûr de ne pas confondre avec un vaisseau. Et vous voyez, on a cette zone ici que l'on retrouve, qui peut nous faire suspecter, vous voyez, une atteinte d'un ligament hétérosacré, mais très très superficielle. C'est ici que ça vous fait mal? Oui, ici. C'est exactement ça. Donc on a ici, vous voyez, cette petite zone-là, très probablement une petite atteinte très superficielle du ligament hétérosacré gauche.
Donc on est au contact de l'ovaire gauche du coup. L'ovaire gauche présente de nombreux follicules. Il n'y a pas d'endométriome. Et élément très important, si on a un endométriome, ce n'est pas tellement la taille de l'endométriome, mais c'est la présence de parenchyme ovarien sain en périphérie qui doit être précisée sur le compte-rendu, ainsi qu'éventuellement l'accessibilité par voie d'une ponction par voie vaginale. Vous voyez que si cette patiente a présenté une lésion kystique, on est directement au contact, on pourrait très facilement pouvoir la ponctionner. Donc l'ovaire gauche, il est parfait, pas d'endométriome. L'ovaire droit, parfait également, multiples follicules. Autre élément extrêmement important à rechercher en échographie, c'est ce qu'on appelle le signe du glissement ou le sliding sign. Donc on a ici l'utérus. On a ici l'utérus. Et donc on va regarder en appuyant un petit peu sur l'utérus, en mobilisant un petit peu l'utérus. On va voir si l'intestin coulisse, glisse. Vous voyez, en faisant bouger avec la main l'intestin, on voit qu'il glisse parfaitement sur la paroi postérieure de l'utérus. Donc le sliding sign est dit positif, ça glisse bien, il n'y a pas d'adhérence en arrière de l'utérus. L'endomètre est parfaitement atrophique. La patiente est sous microprogestatif en continu. On va mesurer les parois antérieures et postérieures. Qui globalement, à vue de nez, ont l'air symétriques ou très proches. Donc on élimine des signes d'adénomiose. Et comme elle est sous microprogestatif, une adénomiose interne débutante, on aura du mal à la voir compte tenu de l'atrophie de l'endomètre. On peut éventuellement faire, chez cette jeune femme, mais c'est plus compliqué, une acquisition 3D, l'endomètre est très fin, pour vérifier qu'il n'y ait pas de malformation utérine. Vous voyez, on regarde effectivement sur cette acquisition. L'endomètre est très fin, mais vous voyez, on voit très bien l'aspect triangulaire de la cavité, donc l'utérus est parfaitement bien formé. Donc les ovaires sont sains, l'utérus présente des parois antérieures et postérieures qui sont symétriques, un endomètre atrophique, pas de malformation utérine, un signe du glissement qui est conservé, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'adhérence, les ovaires donc bien normaux, et on n'a pas d'atteinte rectale visible, atteinte tout au plus du ligament hétérosacré gauche. Il ne reste plus qu'à explorer la vessie, et en explorant la vessie, en se retirant, on explore la vessie, attention de ne pas trop la comprimer. On a un petit repli vésical juste là, vous voyez, juste à cet endroit-là, un petit repli vésical, mais qui ne correspond pas à mon avis à une atteinte endométriosique. Vous voyez, ça n'a pas du tout l'aspect hypoéchogène qu'on peut voir dans les lésions endométriosiques. À mon avis, c'est que la vessie n'est pas très remplie. Je ne pense pas non plus que ce soit un polype. C'est à mon avis un petit repli de la paroi vésicale. Donc oui, c'est vraiment des replis de la paroi vésicale. De ce qu'on peut voir, on n'a aucun problème là-dessus. Voilà, donc vessie normale. Voilà en gros ce qu'il faut regarder dans une échographie pour une endométriose.